Li Hongwei a été donc formé ici, à Shanghai, dans l'université Shanghai numéro 2, médicale numéro 2. Il a été le président, le directeur de l'hôpital Ruijin, et tous les bâtiments que vous avez vus ici, dans cet environnement, ont été construits par Li Hongwei. Et donc, il a été l'âme, le constructeur. Et en plus, c'est un chirurgien, un grand chirurgien donc, digestif. Il fait partie de nombreuses académies, dont l'Académie de chirurgie de France. Donc, merci beaucoup, Li Hongwei, pour votre présentation. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur. Alors, Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais dire que je suis tellement content de voir mes chers et vieux amis, Monsieur Laurent de Gosse, Delpech, là, Vincent, ici. Je suis très, très content. Et puis, remercie l'organisation de ce colloque de nous réunir encore une fois. Non, on m'a demandé de faire une intervention sur l'enseignement médical. Alors, c'est continuer en Chine. Je vous prie de m'excuser d'aller faire cette intervention en chinois. Alors, donc, vous savez tous qu'en Chine, l'enseignement médical post-universitaire en Chine est un travail très complexe et systématique. La Chine est partie assez tard par rapport aux pays développés. Notre base est assez arriérée. Nous sommes que sur le point de départ. Moi, j'ai passé 2 ans en France, 1 an à Lyon, et deuxième année à Marseille comme assistant étranger. Autour des 2 années, j'ai constaté que l'enseignement médical en France est assez complexe et amélioré. Et c'est pourquoi, par rapport à ces pays, nous avons encore des chemins à rattraper pour la formation médicale. Comment faire? En 2013 et 2015, le gouvernement a donné deux directives concernant l'enseignement pour la formation des internes en Chine et la formation des médecins de spécialité. Et donc, la directive est promulguée par le gouvernement central marque le démarrage de la formation post-universitaire des médecins en interne en Chine. Donc, il y a une consensus international pour la médecine, à savoir il faut se doter d'un système d'enseignement médical complet. À part l'éducation universitaire, il faut avoir aussi l'éducation post-universitaire et l'éducation continue. Et dans le passé, la Chine n'a pas accordé une attention suffisante sur l'éducation post-universitaire parce que l'expérience nous dit que l'université ne suffit pas, il faut continuer la formation pour devenir un vrai médecin. Et donc nous avons aussi quelle est la formation normalisée pour les internes en Chine. En fait, cela a commencé en 1921. Donc, l'hôpital de Pékin a introduit le système de Hopkinson américain universel. Et donc, dans les années 80 du siècle dernier, on a commencé à former les médecins résidents dans différentes villes chinoises. Mais le vrai démarrage, c'est lié à partir de 2013 et 2017, qui est déjà considéré comme une réglementation nationale. C'est pourquoi, à partir de maintenant, on peut dire que la Chine a passé par une phase de progression vers la formation des médecins en interne. Bien sûr, nous avons connu des différents progrès. Par exemple, nous avons déjà un système et la qualité de l'enseignement ne cesse d'améliorer et on voit aussi les effets positifs suite à l'application de ces mesures
Et puis nous avons démarré la formation des spécialistes et à Shanghai a commencé plus tôt. Enfin, nous avons déjà une plateforme standardisée en 2010 qui standardise les cours et les critères d'évaluation. Donc, en réalité, la formation des médecins en interne fait partie de l'un des 5 travaux fondamentaux à Shanghai. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est comment trouver l'homogénéisation dans la formation. Donc, il doit y avoir différentes plateformes de pratique, la durée de projet de rotation et plateformes d'évaluation pour qu'on forme de façon homogène les médecins. Vous savez tous aussi qu'en Chine, on intéresse davantage sur la compétence et pas simplement sur l'intelligence. Et donc, l'enseignement est orienté vers la capacité de la résolution des problèmes. Et c'est pourquoi le critère des talents a changé. Au lieu de regarder que les QI, on regarde plutôt la compétence globale individuelle. Et donc, c'est pourquoi nous devons veiller à former la compétence globale de nos médecins. Et par exemple, nous avons le test de OSCE. Il y a six aspects, depuis l'interrogation, l'analyse des cas cliniques, examen clinique, opération clinique, les connaissances théoriques, et la lecture de l'échographie et la capacité de la radiographie. Et ça permet d'évaluer la compétence globale d'un médecin, d'un étudiant. Et puis, qu'est-ce qu'on demande? Quelles sont les compétences principales? Première, c'est le soin des patients, les connaissances médicales, la capacité d'apprentissage, la compétence d'interpersonnel, de communication, professionnalisme et comment savoir utiliser les ressources dans les hôpitaux. Voilà les 6 compétences exigées des internes. Et donc voilà l'augmentation du nombre des internes qu'on recrute en Chine depuis 5 ans. Et il y a un chlorhésus numerus. Ça s'élève à 500 internes par an. Et voilà le taux de conformité, le taux de réussite à l'examen. Et cela montre que la formation standardisée permet d'augmenter sensiblement les capacités et les compétences des étudiants. Et puis, à partir de 2017, ils vont mettre en place un système de formation des étudiants, des médecins en interne et la formation des spécialistes. Ça, c'est nouveau pour la Chine parce qu'avant, une fois diplômé de l'université, vous êtes généraliste, vous êtes spécialiste et il n'y a pas ce passage de l'internat. Et donc maintenant, cela montre que le gouvernement central y veille de très près. Et donc en 2012, à l'horizon de 2020, la Chine doit se doter d'un système de formation standardisé des médecins de spécialité. C'est-à-dire tous les médecins de spécialité qui souhaitent travailler dans les hôpitaux de 3e catégorie en Chine doivent passer par cet examen. Et chaque année, Shanghai va recruter 1100 médecins spécialistes, y compris les médecins généralistes. Et donc, il y a beaucoup de médecins informés. Shanghai, et donc on a associé avec la formation des docteurs cliniciens. Donc, ça permet d'augmenter à la fois la connaissance théorique et aussi la compétence clinique. Et donc, quelles sont les 3 années de formation? Premièrement, première année, on va les apprendre à des opérations, les gestes chirurgicaux. Et au bout de troisième année, il doit être capable de diagnostic et capacité de rédiger des articles académiques. Et donc, comme Shanghai, mais il y a des problèmes qui restent.
parce que le problème de rotation n'est pas très idéal, parce qu'on n'arrive pas à mettre en place ce plan de rotation, parce qu'il y a souvent des conflits entre la formation et l'utilisation des médecins. Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de patients, donc les médecins sont un denrée rare. Et quand il y a beaucoup de patients, donc on va grignoter sur le temps de formation. D'où le déséquilibre. Et ensuite, il n'y a pas assez de bases de formation, parce que si on formait de façon homogène les médecins, il faut que les bases de formation soient standardisées et surtout les enseignants. D'où viennent les enseignants? Comment résoudre le problème? Il y a un autre problème important, c'est que il faut qu'il y ait la formation de talent liée à l'orientation du développement de son service. Et puis, donc maintenant, devient de plus en plus difficile de pratiquer la médecine sur le corps des patients, parce qu'il y a le réveil de la conscience individuelle, parce que c'est contre la déontologie de notre profession et ça nuit aussi aux droits et intérêts des patients. Et c'est pourquoi il y a de moins en moins de patients permettant aux gens de faire des exercices. Donc, comment trouver une nouvelle méthodologie reste à réfléchir. Tout à l'heure, les professeurs français ont parlé des outils numériques. Je pense que nous devons aussi suivre sur cette voie. Et ce qu'il faut, donc, il faut développer la simulation dans la formation des internes. Et nous sommes conscients que, en fait, l'une des grands challenges dans la pratique médicale, c'est la sécurité du patient. Les chiffres américains montrent que plus de 250 000 patients sont morts des erreurs médicales. Donc, c'est deux, y compris, il y a plus, c'est-à-dire 680 jours de personnes mortes par jour aux États-Unis liées à cette erreur. La Chine, on ne trouve pas cette statistique, mais je pense que la Chine n'est pas très loin de cette taux d'erreur médicale. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut courir à la simulation permet de former les étudiants. Donc, c'est à la fois une plateforme pour d'enseignement, mais aussi pour admettre les nouvelles technologies. Mais en réalité, nous avons compris que la Chine a déjà utilisé la simulation dans le passé, et c'est pourquoi donc avec la simulation, on peut varier dans le temps. Et donc, la simulation permet de faire des études malgré il n'y a pas on peut répéter et peut enregistrer le processus d'apprentissage. Et ça permet aux étudiants de mieux comprendre leur cours. Et deuxièmement, il y a aussi l'enseignement virtuel. Donc, on dit que par l'écoute, on n'entend que le 10% d'informations. Par la vision, on absorbe 20% de l'information, lorsque l'expérience permet au cerveau de capter 90% d'informations. C'est pourquoi la réalité virtuelle est à la fois ludique, mais aussi efficace. Et donc, grâce à cela, ça permet de réduire le temps d'hospitalisation. Et donc, et ensuite, grâce à la simulation, nous pouvons, c'est-à-dire comment on peut standardiser le processus d'intervention, et ça permet aussi pour répondre aux besoins d'évaluation des résultats. Et donc, nous avons différents types de cours modélisés, cours virtuels et cours basés sur des programmes logiciels. Donc, les différents cours qui existent, grâce à toute cette panoplie d'outils, nos étudiants peuvent, par exemple, acquérir 24 compétences fondamentales pour devenir médecin en Chine. Tout ça, ils peuvent apprendre grâce à ces simulateurs. Et ensuite, la formation. Donc, vous avez un bloc opératoire simulé, et donc
permettent aux étudiants de vivre l'expérience virtuelle, mais proche de la réalité. Et à Shanghai, dans beaucoup d'hôpitaux de Shanghai, ce genre de cours est déjà très généralisé. Et avant d'opérer réellement, les étudiants peuvent déjà apprendre, voir et même parfois faire des gestes. Et quel est le problème réside dans la formation post-universitaire liée à la qualité et cela est lié aussi au niveau des bases, aussi lié à la compétence des enseignants. Et ça, c'est deuxièmement. Et aussi, nous avons, en Chine, nous avons du mal à recruter les étudiants généralistes. Et troisièmement, le problème, c'est lié à la rémunération des médecins en formation, parce qu'ils ne touchent pas le même salaire à la formation qu'à l'exercice. Et donc, ça, c'est aussi un problème. Et troisièmement, il y a un problème de passage entre les différents domaines, diplômes. Par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de passage entre le master et doctorat. Donc, ça réduit un peu l'enthousiasme. Mais en un mot, il y a plus de 100 ans, William Orosz a déjà dit que le problème c'est la pauvreté de la perspective de l'histoire, la rupture de la science avec l'humanité et la séparation du développement scientifique et l'humanisme. Donc ces trois dilemmes restent encore devant nous et qui, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution dans la médecine moderne et des défaites citées par le professeur William Osler il y a plus de 100 ans, mais qui existent encore aujourd'hui dans la pratique médicale. C'est la motivation de réforme de l'enseignement médical. Je crois que non seulement en Chine, mais aussi pour le monde entier. C'est la forme des futures médecines non seulement plus compétentes, techniques, savantes, mais surtout plus humanistes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Li Hongwei, pour cette excellente exposé. Monsieur Li Hongwei, vous savez, vous êtes le premier à Shanghai pour la formation normalisée et être un des plus importants pour toute la Chine pour la formation normalisée. Donc on est très heureux d'être avec vous. Et nous pourrons continuer à travailler sur la simulation. Et notamment, le professeur Jean-Louis Pourriat à Pékin a monté la simulation des urgences, emergency, et les catastrophes. Donc, on pourra continuer dans le futur à travailler ensemble. Et beaucoup d'universités françaises travaillent sur la simulation. Donc, on sera en contact avec vous, si vous voulez bien, dans le futur.